Le régime Biya, contrairement au régime Ahidjo, qui fabriquait des milliardaires, le régime Biya, lui, complètement sanguinaire, n'a fabriqué que des voyous. Des voyous qui se sont abreuvés sur des lignes qui ont été fabriquées à l'emporte-pièce, puisque les caisses noires pullulent pour des détournements massifs à travers les lignes donc 94, 65 et 55. Ces lignes d'ailleurs qui ont provoqué l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. Que des milliards détournés. Et pourtant, ce sont ces gens-là, tournant autour de la famille Biya, puisque bénéficiant justement des financements venant du neveu de Biya, Louis-Paul Montazé, successivement ministre de l'économie, puis ministre des Finances, sans oublier les postes importants qu'il avait déjà occupés, que ce soit à la Camer comme à la CNPS. Ce sont donc ces gens qui, arborant la toge du Zomlor, ont détruit l'image même de la dignité, de la seigneurie de l'Ambéti. Le plus cancre des voyous, le Zomlor des Zomlor, Amgoubelinga, sorti donc de nulle part, a été devenu le modèle d'un régime qui n'a favorisé que la fémania, le crime organisé et surtout les injustices, avec un certain Laurent Esso, un mafieux d'une autre époque, digne de la Sicile, et qui, depuis que Paul Biya est là, niait comme une carpe, mais nageant en eau trouble et commettant toutes sortes de crimes, non seulement physiques, mais aussi économiques. Son poulain, Jean-Pierre Amoubelinga, aux hommes des hommes-là, avait donc toute la latitude de tuer qui il veut, de mettre qui il veut en prison, puisque la justice camerounaise est au pas et surtout fonctionne selon la gâchette étau qui appuie, pam, et hop, on est fini. Mais cependant, il y a des hommes qu'on ne tue pas. Parce que c'est des hommes qui ont une mission. C'est des hommes qui sont aussi des envoyés de Dieu. C'est des hommes qui, parfois, en se sacrifiant ou en les touchant, on se met complètement à nu. Martinez Zogo, mis à nu, rasé, brutalisé, violé, a connu à traverser les moments les plus difficiles qu'un être humain peut connaître. Mais depuis son assassinat, les hommes-là des hommes-là et tous ceux qui sont autour de lui sont en train de connaître également la loi du karma. Depuis un certain temps, et alors que le procès vient de s'ouvrir, les hommes-là des hommes-là commencent à parler seuls, fait des insomnies, se lève subitement, tantôt rigole, veut pleurer, et a déjà un langage qui est complètement en déphasage. Qu'est-ce qui se passe donc avec les hommes-là des hommes-là? Certains parlent de surmenage, d'autres parlent de certaines scènes qui vivraient, qui, dit-on, vivraient, le hanteraient toutes les nuits. Les hommes-là des hommes-là est donc aujourd'hui persécuté, selon ses propres termes.
Les marabouts sont recrutés à gauche et à droite pour aller faire des incantations dans sa cellule. Les écorces et autres sacrifices sont faits là-bas. Et bien évidemment, les poulets sont même égorgés en pleine prison. Et même les marabouts sont admis à la prison en pleine nuit pour aller faire des séances, des délivrances pour les hommes-là des hommes-là qui est actuellement persécuté par l'esprit de Martinez Zogo. 2 nuits durant, les hommes-là des hommes-là rêvent des serpents qui viennent l'avaler. Rêvent des serpents qui le poursuivent. De telle sorte qu'on a voulu d'ailleurs y mettre des techniciens ou alors des chasseurs de serpents pour voir là où ils peuvent se cacher dans une cellule. Et il n'y en a pas. Ce n'est que les hommes-là qui voient des serpents et qui en parlent à certains et surtout à ces charlatans. Mama Sarah, l'une de ces femmes anglophones, prête à des recrutements mystiques, a déjà contacté certains dans le Nozo et d'autres qui sont aussi venus pour essayer de dézombifier ou alors de désintoxiquer la cellule ou alors la prison principale de Kondengi où les hommes-là des hommes-là commencent à voir Martinez Zogo. Il faut se dire que cette situation qui s'assimile à la folie n'intervient pas là pour la première fois. Lorsque les hommes-là des hommes-là avaient été arrêtés et puis conduits à la cellule, il était encore conscient que, ayant des bras très longs, il n'allait pas mettre assez de temps là-bas. Mais avant son arrestation, il était allé dans son village où il avait d'ailleurs vu non seulement un faux prêtre exorciste, mais aussi des grands marabouts avaient réuni ces gens-là en pleine nuit. On avait égorgé des chèvres et on l'avait fait asseoir au milieu d'un cercle où des bougies furent allumées. On avait versé le sang sur lui. Et le prêtre d'Onkol Maria, qui avait fait ces actes-là, avait sorti une formule. Martinez. Cela veut dire que même si c'est toi qui as tué Martinez Zogo, rien ne va t'arriver. Les hommes-là furent mis dans le véhicule, en pleine nuit, avec tout ce sang-là, conscient que lui, il était déjà en sécurité et surtout, il ne fallait pas retourner la tête par derrière. Raison pour laquelle, après ce rituel, il pouvait donc se vanter, se filmer, s'exposer, narguer le peuple camerounais en disant « Oui, on a dit que j'étais au CED. » Voilà. Il était avec l'un de ses autres maîtres sorciers qu'on appelle souvent Tête Carrée. Tête Carrée aussi, les hommes des hommes l'avaient connu pour des faits très mystiques. Et d'ailleurs, la plupart des gens qui ont souvent été assassinés au niveau du groupe L'Anecdote, à Bega, puisque c'est son nom, a été le leader, a été celui-là qui a joué justement la courroie de transmission entre ces assassinats et les grands sorciers. Les hommes-là des hommes-là étaient donc convaincus que l'assassinat de Martinez Zogo ne pouvait pas mystiquement le toucher. Or, Martinez Zogo était déjà un homme dont le père était puissant. Donc, sur l'arbre généalogique, on ne touche pas. Certes, les hommes-là étaient convaincus que Martinez Zogo n'était pas simple, mais ils ne pouvaient pas imaginer que le corps de Martinez Zogo, l'esprit de Martinez Zogo allait en le hanter. Et d'ailleurs, c'est pour cela que
ils étaient si pressés à vouloir enterrer, inhumer le cadavre de Martinez Zogo pour se débarrasser définitivement de lui et surtout à la manière qu'on fait souvent avec même les prêtres qui sont assassinés. On va par la suite diaboliser l'endroit où la personne a été inhumée. Ça n'a donc pas marché. Arrivé à la prison principale de Koningui, nous sommes exactement le 8 mars. Les hommes-là, a commencé par sortir, torse nu. Les prisonniers regardaient comme ça. Ils ne comprenaient pas ce qui allait. On a cru qu'il avait reçu une très mauvaise nouvelle. Mais on avait constaté qu'il était en train de délirer, qu'il était vraiment menacé, qu'il était poursuivi par quelque chose, qu'il voyait d'autres esprits. C'est ainsi donc que le régisseur avait eu à alerter le mentor, c'est-à-dire Laurent Esso. Il faut savoir que le même Laurent Esso qui avait utilisé les hommes-là et avait arraché ses derniers pouvoirs, avait déjà eu un tel cas avec lui pour d'autres choses, mais à cette époque-là, quand on disait que les hommes-là étaient attachés quelque part dans son village, Laurent Esso avait dépêché un journaliste pour essayer d'aller le sauver. Ce journaliste, d'ailleurs, est très connu, puisqu'il s'agit de Dieudonné Mvan. Dieudonné Mvan est parenté aux hommes des hommes. Et Dieudonné Mvan est le patron de la chaîne qu'on appelle Info TV, où travaille parfois ici. C'est Dieudonné Mvan qui avait donc pris, parce qu'il est parenté aux hommes-là. C'est lui qui avait été envoyé par Laurent Esso pour le conduire, pour conduire les hommes-là en pays Bassa, ainsi de suite, avec, parce qu'il avait convoqué, il avait invité Dieudonné Mvan dans son bureau et lui a dit que tu ne vois pas ce qui est en train d'arriver à ton frère là, mais c'est très grave, il faut faire quelque chose. À cette époque-là, les hommes-là s'entendaient avec Dieudonné Mvan. Parce que c'est l'histoire de la ligne 94 et 65, quand les documents vont sortir, c'est là où il va se gâter avec Dieudonné Mvan. Et aussi avec Jacques Blaise Mvier. Les trois s'entendaient. C'était la Sainte Trinité. C'est Dieudonné Mvan qui était allé avec lui chez des marabouts. C'est lui qui avait les financements donnés par Laurent Esso, ministre de la Justice. Le Somlo était effectivement très malade. À partir d'un certain nombre de mauvaises choses qu'il a eu à faire entre-temps et dont il savait que, coûte que vaille, ça allait le rattraper. À l'hôpital, ce n'est pas à l'hôpital, à la prison principale de Koningui. Bien évidemment, il y a, comment on appelle, il y a le docteur Nkam, c'est lui qui s'occupait de lui. Il a vu les hommes là, et il a fait le rapport. Il a dit, quand tu le vois, c'est quelqu'un qui est déjà dans une autre planète. C'est pour cela que le 9, le régisseur va obtenir une permission d'évacuer les hommes là voir un psychiatre, le docteur Ntoné. Pendant qu'il y était également pour voir le docteur Ntoné, on avait profité pour venir avec des gens, venir faire du rituel là, parce que c'est un service sécurisé qui l'avait accompagné
à l'hôpital. Le homme là a été soumis à un certain petit traitement. Mais entre-temps, depuis que l'affaire avance, il a commencé de plus en plus à perdre des pédales. Il a commencé d'abord à garder la barbe, mais pour venir assister au procès, on a commencé à lui couper un peu la barbe, et puis il y a de plus en plus. La maison de détention est devenue aujourd'hui l'église. C'est devenu aujourd'hui le cercle des marabouts. Parce que les hommes-là, est en train de parler à l'esprit de Martinez Zogo. Ils sont maintenant en procès. Martinez Zogo ne le lâche pas. Et eux également, ils essaient d'utiliser toutes sortes de choses de telle sorte que il est même fort probable, selon certaines informations que nous avons reçues, qu'ils risquent d'aller voler la dépouille de Martinez Zogo. Ils sont prêts à mettre n'importe quelle somme d'argent pour profaner la dépouille de Martinez Zogo, faire disparaître la dépouille de Martinez Zogo de la morgue, pour que les hommes-là ne soient plus persécutés, pour qu'ils ne soient plus hantés. J'attire donc l'attention des forces de sécurité, de la justice camerounaise, sur cette situation où les hommes-là, actuellement, risquent de commettre un deuxième crime. Faire disparaître la dépouille de Martinez Zogo pour sauver le soldat Zomlo, le grand sorcier, serait encore beaucoup trop grave. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles même Maître Tchunga a commencé lors du procès à vouloir révéler, à vouloir dire, est-ce que vous êtes même sûr que c'est Martinez Zogo qui est dans cette morgue-là? Oui, il a brandi le prétexte de double identité, mais en réalité, pendant que les avocats, eux, ils sont en train de se justifier sur que non, ce n'est pas la double identité, même Johnny Hallyday, ce n'était pas son vrai nom, les Denis Rousseau, ses consorts, les stars, ils n'ont jamais, les stars n'utilisent pas leur vrai nom, mais leur sobriquet devient leur nom. Pendant que les avocats de Martinez Zogo sont en train de bagarrer pour dire à Tchunganke, mais attends, il faut arrêter ton cinéma, la réalité est ailleurs. Comment faire pour enlever la dépouille de Martinez Zogo, profaner, retirer toutes sortes de pouvoirs qu'il pouvait encore avoir? Parce que, dit-on, il est encore là, parce que du vent du père de Martinez Zogo, dit-on, même quand les sorciers venaient à la maison, eh bien, dès qu'ils voyaient le mur, ils s'enfuyaient en disant que le mur se transforme en serpent. Parce que c'était une grande protection. Martinez était donc très fort. Et c'est pour cela que les hommes-là, quand on assassine Martinez Zogo, lorsque vous regardez l'autopsie, on vous dit qu'on a utilisé tantôt les huiles rouges, tantôt les poudres blanches, tantôt ceci et cela. C'était des rituels sataniques. C'était des rituels sataniques. Qu'est-ce que l'huile rouge devait servir sur le corps de Martinez Zogo, encore que jusqu'à présent, ce n'est pas défini que c'est bel et bien l'huile rouge, puisqu'on a envoyé ces produits dans des laboratoires suisses et les résultats ne sont jamais venus. On a envoyé ces produits, ce n'est jamais venu, on n'a jamais déterminé ce qui se passe. L'assassinat de Martinez Zogo devrait donc aussi rappeler à certains que nous ne sommes pas des animaux. Vous pouvez aller tuer quelqu'un en brousse. Vous pouvez être libéré par une justice corrompue comme a voulu le faire Sikati Gombo. Mais tôt ou tard, le karma va vous rattraper. L'esprit va vous rattraper. Les hommes-là, des hommes-là, vit encore une autre situation beaucoup plus dramatique. On nous a dit qu'il avait un empire médiatique. On lui a offert des milliards. Mais où est cet empire médiatique? Au moment où le procès recommence, ou bien a été renvoyé le 15 avril, eh bien ce qu'on nous avait vendu comme le plus grand projet pharaonique du régime Biya qui soutient les hommes d'affaires, un homme d'affaires, c'est
Lui, Paul Moutazé, qui nous avait vendu ça, avec l'histoire de Télésud. Mais on découvre que Télésud, où le Cameroun a englouti des milliards. Lui, Paul Moutazé ne demande pas le remboursement hein, à Moukbelinga. Il va demander plutôt les remboursements que oh, les lions indomptables et tout, et tout, et tout. Où sont les milliards qu'on a investis dans Télésud? Voilà ces milliards qui se sont transformés en 15 millions. 15 millions de francs CFA. La télé, financée à coups de milliards par l'État du Cameroun, a été rachetée par André J. à 22 000 francs, à 22 000 euros. 22 000 euros, vous vous rendez compte? Personne ne va en prison. Et le pire, c'est que André J arrive au Cameroun le 20 mars. Est arrivé au Cameroun le 20 mars. Il est reçu tambour battant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a récupéré Télésud. Il avait été nommé directeur par les hommes là, les hommes là. Et il est parti porter plainte contre les hommes là, des hommes là. Les hommes là, des hommes là étaient même incapables de payer des charges. Et le tribunal de commerce de Paris a dit bon, il faut vendre la coquille, la machin, tout ça. Personne ne s'est présenté. Même un Camerounais n'a pas pu racheter Télésud, alors que les ministres là, ils ont des milliards. Ils auraient pu donner ça à un Camerounais. Une chaîne de télévision à 15 millions. 15 millions de francs CFA. Voilà Télésud. Notre argent. L'argent du contribuable camerounais. Et André Agit arrive au Cameroun. Qui il rencontre? Moukoulou Mbondo. Il vient signer les conventions avec Moukoulou Mbondo, qui est directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc l'argent des retraités camerounais va maintenant financer la chaîne d'un Français. La chaîne de télévision d'un Français. Et cette chaîne de télévision, on dit que ce sera installé à Yaoundé. Mais, soyons sérieux. Vous avez déjà CRTV. Vous avez même une chaîne. Ou quoi là, à la présidence. Vous avez quoi là, vous avez les chaînes du Cameroun qui sont sur satellite. Et ils vont créer Global Africa TV. Global Africa TV. Encore des détournements. C'est-à-dire qu'une chaîne qui était dirigée par un Camerounais, qui d'ailleurs a été créée par un Camerounais, qui s'appelle Nemala, et qui a connu des échecs à gauche et à droite. Le Cameroun n'a fait qu'injecter des milliards, des milliards, des milliards. Maintenant, on revient calmement, on dit, on vient encore signer les conventions avec la CNPS. La seule bonne nouvelle, c'est que c'est Jacques Zé, oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on appelle le jeune frère là. Jean-Jacques Zé. Jean-Jacques Zé. C'est lui qui sera nommé directeur. Mais il aura quel salaire? Il n'aura pas le salaire de ceux qui sont ici et tout et tout. On va lui donner un petit salaire de misère. C'est lui qui sera directeur. Voilà donc votre homme-là que vous nous avez présenté comme l'incarnation de la réussite. Mais qui aujourd'hui, non seulement est un bandit de grand chemin, mais n'est même pas encore poursuivi pour tous ces détournements-là. Où sont les procès sur les détournements de la ligne 94, de la ligne 65, de la ligne 57? C'est où? Et ce sont ces ministres-là qui font beaucoup plus de bruit pour dire que non, ils sont vraiment là, oh, nous défendons, et toi voulu voler beaucoup d'argent, oh, il a voulu donner l'argent aux Blancs. Mais l'argent que vous avez donné là, l'argent, je veux bien que vous m'expliquiez, l'argent de Télésud, allez où?
L'argent d'Africa 24, Vondayoro, c'est toi qui as sponsorisé ça. Africa 24, c'est où? Le sommes des hommes là, pour te consoler, puisque tu es là-bas, je te lis une très belle lettre qui a été envoyée pour ta notoriété, puisque tu es un homme très important. Et j'espère d'ailleurs que tu avais déjà reçu cette lettre-là. Et elle te fera encore beaucoup de plaisir, beaucoup de chaleur au cœur, pour ceux qui pensent à toi, qui avaient déjà vu comme moi, que tu n'étais que quelqu'un qui se comportait comme un rat et qui s'est habillé avec les habits de lumière pour cacher ses ténèbres. Lettre à Jean-Pierre. Amogo Belinga. Monsieur le milliardaire, je le sais, depuis fort longtemps, à la lumière de l'empire des Kennedy, qui en est la plus parfaite illustration, toute grande fortune occulte un grand crime. Après avoir dominé l'Amérique, cette dynastie constamment arrosée par des bains de sang s'est finalement écroulée. Au bout de 40 ans d'hégémonie. Monsieur le milliardaire, après 3 décennies de crimes, d'exactions et d'atrocités, Matteo Messina Denaro, le chef de la mafia sicilienne Cosa Nostra, dont vous êtes l'image crachée, a été capturé le lundi 16 janvier 2023, donc un jour avant l'assassinat de Martinez Zogo. À Palerme, dans la clinique La Maddalena, par les autorités italiennes. L'arrestation de cet épouvantable vampire, mondialement connu pour avoir surtout commis les meurtres des juges Giovanni Falcone et Paolo Borsellino en 1992, survient étrangement à la veille des commémorations conjointes de l'exécution le 17 janvier 1961 de Patrice Lumumba et de l'assassinat le 17 janvier 2001 de Laurent Désiré Kabila. Monsieur le milliardaire, sans aucun doute, parce que vous vous enorgueillissez d'être un criminel notoire, à la cruauté inouïe, comme l'était votre homonyme Belinga Boutou, que vous avez décidé en âme et conscience de recourir aux mêmes méthodes le 17 janvier dernier afin de réduire au silence Martinez Zogo par tous les moyens, y compris par l'élimination physique. Monsieur le milliardaire, sans doute, ne le savez-vous pas, étant donné que vous n'êtes qu'un misérable inculte, ignare et exclusivement soucieux de braquer les caisses de l'État et d'entretenir les brouettes de la désinformation, de l'intoxication et de la diffamation. Soyez rassurés, monsieur le milliardaire, que c'est grâce à ma plume, comparable à un coup de foudre, que j'ai brisé la colonne vertébrale de ce cavalier de l'Apocalypse qui s'appelait Belinga Boutou. Au lendemain de l'assassinat de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala à Bafia, dans la nuit du 31 mai 2017. Monsieur le milliardaire, Xavier Messe et François Mbanga, anciens directeurs des programmes de la CRTV, qui savent que je suis l'une des plus puissantes machines de destruction massive du Cameroun, ne vous aurez jamais conseillé de creuser votre propre tombe de la sorte. Monsieur le milliardaire, sans doute, n'avez-vous jamais appris ce secourable adage qui a plus de valeur que tous vos milliards trempés de sang?
A good name is better than riches. C'est-à-dire, bonne réputation vaut mieux que ceinture dorée. Monsieur le milliardaire, tout en prenant l'opinion nationale et internationale à témoin, je vous mets solennellement en garde en ces termes. Rassurez-vous que vous êtes capable de faire assassiner Dieu au lieu de continuer à grimacer comme un singe, car le plus terrible cauchemar de votre vie ne vient que de commencer. Signé Jean-Colin Collins, excusez-moi, Oyonengele, chef de parti politique, président de la Renaissance pour le développement du Cameroun. Les hommes noirs, puisqu'on vient de vous adresser cette émissive, moi, je travaille en professionnel. Il faut quand même que vous puissiez dire quelque chose. Hein? Parce que là, il parle là, il est dehors. N'est-ce pas que les choses peuvent quand même aussi changer pour vous? Ça peut changer. Hein? N'oubliez pas que le monde 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 peut changer. Ok. N'oubliez pas que le monde peut changer. Vous avez envoyé votre épouse commune, c'est-à-dire celle qui vous appartient aussi à Abidjan à gauche, Abidjan à droite, appartient aussi à ESSO, appartenant aussi à Brian Fombor, bref, allez rencontrer la première dame. Oui, vous avez dit que le sang était vertueux et que ça permettait d'arriver jusqu'au pouvoir. Vous l'avez d'ailleurs dit, puisque vous vous souvenez qu'avant de mettre votre entrepreneur de l'immeuble Les Camps en prison, vous demandiez souvent du sang frais et qu'il vous était servi dans des gobelets. Parce que vous alliez aussi en prendre au Hilton. Au Hilton, oui, il y a des zombies. Vous ne partiez pas seulement manger là-bas, mais vous partiez pour le trafic du sang humain. Le Hilton est un hôtel de grande réputation. Mais la famille présidentielle en a fait un siège des zombies. Et d'ailleurs, on a vu que la belle-fille de la première dame y résidait avec sa propre mère et tous les enfants et pouvait commettre toutes sortes de délits. Au Hilton également, on se souvient de ce garçon qui a été défenestré là-bas après avoir été violé, après avoir été repassé au corps. Au Hilton, on sait très bien tout ce qui se passe là-bas dans des rituels sataniques. Mais aussi au Hilton, il y a un commissaire divisionnaire qui y loge, qui y va souvent, dont on dit qu'il organise souvent, qu'il est dans l'événementiel. Mais son événementiel, on ne sait pas à quoi ça sert. Mais on sait qu'il sert de relais avec le palais présidentiel. Zomlo des Zomlo, vous le connaissez très bien, puisque c'est aussi un de vos sujets. Puisque vous avez dit aussi que Mbargangele était même votre propre sujet. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous aider à comprendre ces multiples disparitions et ce trafic de sang qui se fait là-bas et surtout ce commissaire divisionnaire dont on ne connaît pas exactement quel est son rôle au Hilton? Si je parle de ce commissaire divisionnaire,
c'est parce qu'il est de l'Est. Si je parle de lui, c'est parce qu'il est attaché à un individu qui vient de commettre un acte des plus cruels, aussi cruel que l'assassinat de Martinez Zogo. Cet individu a été présenté, enfin, son histoire a été présentée à la télé de l'État comme étant un assassin de son épouse. Il s'appelle Mbiago. Monsieur Mbiago est originaire de l'Est et se vante partout avoir des relations avec la première dame. Mais monsieur Mbiago est aussi réputé proche de ces hommes d'affaires qui aiment bien boire du sang pour dire que c'est le sang du Christ qui donne la puissance, qui boivent le sang des femmes, qui boivent le sang des enfants. Monsieur Mbiago est parti justement s'installer dans un appartement, dans un camp, où un monsieur vivant en Europe, et plus exactement en Belgique, depuis 27 ans, a essayé d'investir. Un camp où il y a 8 appartements. Monsieur Mbiago est arrivé et il a vu la concierge qui s'occupe souvent des locations. 40 ans, propre, ayant de l'argent, il avait toutes les conditions pour occuper cette maison-là. Cette maison lui a donc été offerte où il y vivait avec ses 3 enfants et son épouse. Sauf que, selon les témoignages recueillis par les voisins, l'entourage, ce monsieur qui, apparemment innocent et qui se vantait, il avait d'ailleurs rassuré au propriétaire qu'il travaillait avec le commissaire divisionnaire au Hilton et aussi avec la première dame, était d'une violence inouïe, prenant parfois sa femme comme le tam-tam. Première disparition curieuse, son premier fils. On ne sait pas là où il est passé. Toujours est-il qu'il a juste informé des gens que son premier fils est mort. Autour de lui, on a parlé de sacrifice rituel. Mais que pouvait-on faire lorsqu'on n'a pas de cadavre et lorsque surtout le père, lui, ne se plaint pas? Cette affaire est donc passée comme ça. Et là, cette fois-ci, nous sommes le 13 mars 2023. Monsieur Mbiago arrive chez lui. Il trouve son épouse, ferme la porte, avec des enfants aussi à l'intérieur. Les voisins vont entendre des cris de détresse. Il veut me tuer, il veut me tuer, il veut me tuer. Son épouse, âgée à peine de 103 ans, ayant le même nom que moi, Ngono, va désespérément attendre les secours. Yolande Ngono était Mandumba Deliconformant, mais avait déjà eu quand même à se plaindre de certaines pratiques mystiques de cet homme. Mais puisque l'argent coulait, on ne pouvait que lui dire de supporter parce que c'est l'argent qui compte.
Lorsque les voisins accoururent, ils arrivèrent et trouvèrent que la porte était barricadée. Sentant la présence du voisinage, Mbiago avait donc entrepris de mettre de la musique. Plus de cris, plus de pleurs. Les voisins repartirent dans leur domicile. Sauf que le lendemain, puisqu'il avait des enfants âgés respectivement de 5 et 3 ans que son épouse accompagnait à l'école, les voisins attendaient voir comment est-ce que, dans quelles conditions elle allait accompagner ses enfants. Las d'attendre, ils revinrent donc au niveau de la porte pour frapper. C'est là où ils entendirent un semblant de gémissement et appelèrent la police. La police de Massassi est donc arrivée. A ouvert la porte pour trouver un spectacle hallucinant. L'épouse, avec un bandeau rouge dans la bouche, complètement égorgée. La tête fracassée. Le cerveau d'ailleurs était inexistant. Tous les enfants, les deux bébés, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, avaient le bandeau aux yeux, rouge, et aussi au niveau de la bouche. L'appartement qui souvent était d'une propreté clinique, puisqu'on disait d'ailleurs qu'on ne comprenait même pas, on ne pouvait même pas imaginer que des enfants y vivaient. L'appartement était transformé en cité de Dracula. Le sang partout, avec des écriteaux sataniques sur les murs. Assis, avec quelques coupures au niveau du bras, et montrait qu'il voulait se donner la mort. Ou plutôt, il faisait semblant qu'il voulait se donner la mort. Sur les lieux, la police lui demanda de se lever. De ses propres pieds se leva. Cacha derrière sa tête. Il marchait de ses propres pieds. Vous savez, quand vous êtes au bord de la mort, vous ne pouvez même pas avoir la lucidité de cacher votre tête. Vous ne pouvez même pas avoir la force de marcher. Sauf que par la suite, lorsque la famille de la victime et aussi le propriétaire des lieux vivant à l'étranger fut alerté par un reportage de la CRTV, il demanda donc à voir ce qui se passe au juste. Arrivé au niveau de la police, cette dernière, et plus particulièrement le commissaire, avait fini par répondre que M. Mbiago avait rendu l'âme. Mais comment avait-il rendu l'âme? Et où? C'était à l'hôpital. Mais il fallait voir beaucoup plus clair. Arrivé à l'hôpital, on avait vu le corps nulle part. Où était le corps? On ne le savait pas. Après des pressions, on demanda encore au commissaire. Et d'ailleurs, le propriétaire des lieux dut constituer un avocat, puisque l'appartement avait été scellé. Et rendez-vous compte que depuis le 13 mars, les gens vivent dans ce camp. Il y a le sang, il y a les odeurs pestilentielles. On n'a rien fait. On n'est même pas venu faire des enquêtes. Et on ne trouve pas
Monsieur Mbiago. Sauf que rapidement, la CRTV qui ne s'intéresse jamais au reportage, aux faits de société, s'est empressée à la demande du palais de faire un reportage que je vais vous faire écouter. Ce reportage nous laisse croire que Mbiago est mort. Or, concrètement, jusqu'à présent, malgré toutes nos investigations, on ne trouve pas le cadavre. Et le commissaire a fini par dire que c'était une affaire d'État. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est encore une affaire d'État et beaucoup plus grave. Parce que on vous cite que c'est des gens qui se revendiquent de Chantal Biya. Et on peut se revendiquer de Chantal Biya peut-être pour faire le bluff. Mais sauf que il y a un élément qui est beaucoup dérangeant. Nous allons d'abord écouter ce fait et le reportage de la CRTV qui nous fait comprendre que le gars a rendu l'âme après avoir juste eu pour aller rejoindre sa femme dans l'au-delà. Enfin, c'est les histoires des 1001 nuits. Mesdames et messieurs, je vais essayer de trouver un élément de la CRTV, j'espère bien, que je retrouverai et vous allez, vous également, me dire si vous y comprenez quelque chose. Je vais chercher. Je suis en train de chercher. Voilà, c'est là. Suivez bien le reportage de la CRTV. Je vous reviens après. À ses proches, leur père défunt confie qu'il était fatigué de la vie et souhaitait trouver du repos dans l'au-delà, le récit de Mohamed. Derrière ces portes scellées, la scène de crime. C'est dans ce studio du quartier Messassou que le drame s'est noué. À l'aide d'un marteau, Kevin Porto envoie-t-elle à son épouse Adèle. Les vives altercations qui précèdent le meurtre alertent le voisinage. Je suis passé devant la porte, j'ai commencé à cogner. Il n'a pas répondu. Il a plutôt mis le volume. Donc, je me dis que le temps que moi je quitte chez moi, arrivé devant leur porte, il avait déjà peut-être tué. Après être passé à l'âge, l'homme de 40 ans se tailla des poignets pour mettre fin à ses jours. Au petit matin, les voisins tendent l'oreille à sa porte. Ils entendent ses cris de détresse. La police est très vite alertée. Elle était allongée là. Et il avait déjà exprimé ses veines. Dans un message vocal envoyé à ses proches, excusez, il y a trop d'enfants qui pleurent. Hein? Confie être fatigué de la vie. Je vais me reposer, je ne pleure. Ce n'était pas votre choix, mais nous avons tous supporté. Dans le quartier, il faisait parler de lui pour ses actes de violence répétés. Celui-ci avait touché sa femme. Mais personne n'avait cru que ça viendrait à ce niveau. Un drame choquant devant deux témoins, leurs enfants de 3 et 5 ans, tous deux orphelins aujourd'hui et peut-être traumatisés à vie. À ses proches, leur père défunt confie qu'il était fatigué de la vie et souhaitait trouver du repos dans l'au-delà, le récit de Mohamed. Derrière ces portes scellées, la scène de crime. C'est dans ce studio du quartier Messassou que le drame s'est noué. À l'aide d'un marteau, Kevin Porto envoie-t-elle à son épouse Adèle. Les vives altercations
alerte le voisinage. Je me suis placé devant la porte, j'ai commencé à cogner. Il n'a pas répondu. Il a plutôt mis le volume. Donc, ça signifie que le temps que moi je quitte chez moi, arrivé devant leur porte, il avait déjà peut-être tué. Après être passé à l'acte, l'homme de 40 ans se tailla des poignets pour mettre fin à ses jours. Au petit matin, les voisins tendent l'oreille à sa porte. Ils entendent ses cris de détresse. La police est très vite alertée. Quand je tape la porte comme ça, là, elle était allongée là. Et il avait la tête, c'est vain. Dans un message vocal envoyé à ses proches et dont nous nous sommes procurés, Il a envoyé un message à ses proches. Il a eu tout ce temps-là et ses proches, curieusement, n'étaient pas arrivés à temps pour alerter ni la police ni rien. Mais sauf que cette histoire est beaucoup plus grave que ça. Où est le commissaire? Avec quel commissaire travaillait-il? Et quel était leur but? Et quel était leur trafic au Hilton? Surtout, ce monsieur qui se revendique être très proche de Chantal Biya était également au Hilton le 8 mars. Vous avez pu constater que la première dame, qui ne sort pas souvent avec le véhicule de la présidence, avait décidé cette fois-ci de sortir avec le véhicule attribué au chef de l'État pour le défilé du 8 mars. Mais seul couac et seul hic, c'est qu'elle n'était pas allée directement à la place du défilé. Elle avait fait un crochet plutôt au Hilton. Où elle avait d'ailleurs logé quelques personnes, disait-on, où elle avait d'ailleurs eu aussi l'entretien avec le fameux commissaire et ce fameux Mbiago. Que faisaient-ils ensemble? Que préparaient-ils? Nous sommes le 8 et directement il y a encore ce rituel, ce crime rituel, le 13 mars. Et curieusement, c'est le palais qui demande à Charles Ndongo de faire ce papier, de faire diffuser ça à la certificat que le gars est mort. Mais il est donc où? Où est le cadavre? Et puis quand on appelle la famille est zen, comme s'il n'y avait même pas une trace de deuil. Nous aimerions bien croire en ce deuil-là. Mais rien que ce qui est fait sur ce lieu, rien que ce qui s'est produit, on ne peut pas se lever comme ça. On assassine sa femme, on l'égorge, on la vide du sang gratuitement. On ne peut pas. On ne peut pas fracasser la tête d'une femme et vider le cerveau pour rien. Et puis, les commissaires vous disent, un commissaire vous dit, c'est une affaire d'État. Et personne ne répond. Chantal Biya, première dame. Pouvez-vous nous répondre? Avez-vous des gens à l'hôtel Hilton? Ce commissaire et ces événements-là sont organisés où? C'est des événements sataniques? C'est des messes noires? Qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas?
Yolande Ngonon Bodo, paix à ton âme. Parce que tu as été sacrifié pour des intérêts. Et comme je le disais déjà dans un autre direct, femme, nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Rappelez-vous que souvent, on retrouve souvent des femmes au sein arraché, au sexe amputé, au sang vidé, égorgés comme des animaux. C'est ça la particularité du régime Biya. Se maintenir en payant le sang avec le sang des innocents. C'est avec ça qu'ils se gargarisent et qu'ils vivent longtemps. Parce qu'ils prennent l'énergie des autres. Même quand on les voit tremblotants, ils boivent de ce sang. Ils mangent de cette chair humaine, comme eux-mêmes disent faisandés. Ils font tous ces rituels. Et d'ailleurs, malheureusement, tous ceux qui sont dans ce camp, et même le propriétaire, ils doivent subir des rituels de Tsoro. Sinon, ils risquent d'être contaminés parce que le lieu est déjà pollué. Parce que là, Satan est déjà dans ce camp-là.